Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans la 8e édition de votre émission Le Point avec Abou Ammar. Ce rendez-vous débat de la chaîne Blanca TV et de son site d'information blancapresse.ma ambitionne de faire le décryptage des événements liés à l'actualité régionale et nationale, tant au niveau politique, économique, sportif, diplomatique, partisan. En somme, une émission généraliste. Après avoir parlé de la rentrée politique, de la loi des finances, du dossier du Sahara, de l'opposition, mais aussi du football à l'occasion de la Coupe d'Arabe. Et on va en reparler la semaine prochaine ou peut-être la semaine qui suit à l'occasion de la Coupe d'Afrique. On va parler cette semaine de la réforme du code pénal. Parce que depuis 2 législatures, les députés sont pour adopter un code pénal. Les majorités parlementaires et exécutives aussi ont changé, mais le texte n'a jamais été validé. Différents articles ont créé de vives polémiques. On se rappelle celle liée à l'avortement. Avant que le projet de loi ne soit mis aux étagères de l'Assemblée aux oubliettes de la sphère médiatico-politique, le nouvel exécutif a annoncé, d'ailleurs le ministre de tutelle, le garde des Sceaux, a annoncé son intention de s'atteler sur ce sujet d'ici la fin de son mandat. Nous allons en parler avec un ancien député, Maître Brahim Rachidi, avocat au barreau de Casablanca, mais aussi mon professeur de droit des médias. Maître Brahim Rachidi, c'est un honneur de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Le maître a réussi quand il est dépassé par son élève, a dit Platon. Je ne pourrais pas me le permettre. Donc, j'ai aussi l'immense honneur et plaisir de recevoir au nom du collectif Stop 490 l'article du Code pénal. Karima Nadir, c'est un immense plaisir de vous recevoir aussi. Merci Abou Ammar. Donc, on va commencer avec, et c'est le juriste que je sollicite, est-ce que le Code pénal actuel est constitutionnel ? Bien sûr, il était constitutionnel. Le texte qui règle toutes les dispositions du Code pénal date de 1963. Depuis 1963, beaucoup d'événements ont changé. La philosophie qui a servi à l'élaboration de ce texte, c'est une philosophie conservatrice qui doit être remise en cause parce que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a quelques années. Le code, ça veut dire constitutionnel. Bien sûr, il y a une constitution à l'époque. Je pense qu'il y avait le premier parlement marocain. Il n'est pas passé au parlement, mais c'est un daïr de 1963 qui a consacré ce code pénal qui aujourd'hui est dépassé dans plusieurs conceptions, plusieurs acceptions et plusieurs articles doivent être revus. Après la révolution technologique, après le développement des réseaux sociaux et après ce développement des moyens de communication et après surtout la constitution de 2011, le Maroc a commencé à être à la hauteur des pays qui respectent les droits de l'homme et il doit mettre à niveau ce code pénal. Pour moi, il doit être restructuré totalement parce que la philosophie qui a servi à son écriture avant ne vaut plus rien aujourd'hui, elle est caduque. Est-ce qu'il est aussi lié, parce qu'on parle que le Maroc a ratifié plusieurs engagements, plusieurs conventions internationales, est-ce qu'il est conforme à cette mutation juridique et liée aux engagements internationaux du Royaume en la matière ? Il y a des dispositions qui sont à peu près reprises par plusieurs pays, mais il y a des dispositions qui ne sont plus en vogue aujourd'hui à travers le monde avec le développement des droits de la politique des droits de l'homme. Et le Maroc a consacré dans la Constitution de 2011 le respect fondamental des droits humains dans leur acception universelle. On consacrera dans son article 19 de la Constitution l'égalité entre la femme et l'homme. Et en amenant des avancées, il faut vraiment mettre en concordance le code pénal avec les dispositions de la Constitution de 2011. D'ailleurs, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est au congélateur du Parlement pour des considérations qui sont beaucoup plus politiques, religieuses, politiciennes qu'autre chose. D'accord. Est-ce que pour vous, en tant que défenseur et militant des droits humains et des libertés publiques et individuelles, est-ce que vous pensez que ce texte est dépassé ou il a encore de vigueur ou il a encore son utilité ? Alors, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maître Rachidi. Avec la Constitution de 2011, qui est une constitution avant-gardiste en quelque sorte, qui prône la garantie et la protection des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens. Donc ce code pénal, avec sa formule actuelle, avec sa forme actuelle, est en désuétude, voire même en complète opposition avec les recommandations et l'esprit
de la Constitution en 2011. Alors, d'un autre côté, si maintenant on parle du code pénal marocain datant d'à peu près un demi-siècle, j'irai plus loin en disant... J'irai plus loin en disant que, en fait, il date de plus longtemps que cela, parce que plusieurs articles du code pénal marocain, essentiellement ceux relatifs aux libertés individuelles, sont calqués, copiés-collés le code des mœurs de Napoléon qui date de 1810. Donc, et même dans les mémoires du maréchal Lyautey, qui représentait la colonisation, le protectorat, il parlait, lors de la formulation de ce code, il parlait notamment des articles comme celui du 490, celui relatif à la rupture de jeûne et tout, en disant qu'il faut donner à l'autorité marocaine l'impression qu'il contrôle toujours la chose religieuse. Donc c'est vraiment même pas inspiré de la charia ou de la religion, mais c'est vraiment une façon qu'a trouvé le colon à l'époque de donner cette illusion de garder le contrôle à l'autorité marocaine à cette époque-ci. Donc pour nous, effectivement, ce code est en parfaite opposition avec l'esprit, comme je disais, de la Constitution, mais aussi avec les conventions droits de l'hommiste et les engagements dans lesquels le Maroc s'est positionné par rapport à la protection et à la garantie des droits et des libertés. Maître, est-ce que cette phrase se répète toujours? Est-ce que vraiment ce texte-là est calqué du modèle français, et pourquoi on n'a pris que ces côtés-là? Il n'y a pas ce mariage entre la charia et aussi le droit français? Tout d'abord, il faut distinguer deux choses. On peut comparer que des choses comparables. Le contexte marocain est différent du contexte français. Il est vrai que plusieurs articles sont copiés totalement du code pénal français. Mais il y a des spécificités qui sont dues à la nature du régime marocain qui diffèrent du code pénal. Bien sûr, vous avez vu les avancées qui existent dans le code pénal français aujourd'hui. Il y a pas la prostitution est organisée, les prostituées payent des impôts. C'est un métier qui est encadré. Social, c'est un métier encadré. Il n'y a pas de pénalisation des relations sexuelles hors mariage. L'avortement, il est réglementé et prend en considération un certain nombre de données qui visent la protection de la femme tout d'abord. Mais il y a certaines spécificités. Vous avez parlé, notre ami Ndéli a parlé du mois de Ramadan. C'est Abou Ammar qui a parlé du mois de Ramadan. Non, c'est Karima, mais Karima. C'est une question le code pénal ne punit pas le fait de ne pas jeûner, mais rompre publiquement le jeûne. Publiquement. La rupture du jeûne. La rupture du jeûne, publiquement. Et si on a un motif valable, un motif médical, on peut ne pas faire de jeûne. Ouais. Ça, il y a une avancée. Bien sûr, on aspire toujours à plus de droits. En ce qui concerne les relations sexuelles hors mariage, les relations sexuelles hors mariage, on va y revenir. Plus de détails. Pour détails, on y reviendra. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le code pénal, plusieurs articles du code pénal sont caducs. Il doit être revu pour être en harmonie totale avec les conventions internationales et les traités internationaux qu'a signé le Maroc. Et avec les progrès, les changements de la société. Et surtout avec notre constitution de 2011, qui est vraiment une constitution progressiste. D'accord. C'est vrai que vous êtes défenseur des libertés publiques et individuelles, mais aussi c'est aussi un champ politique. Pourquoi la réforme traîne-t-elle, à votre avis? Maître Rachidi a parlé de considérations politiques, religieuses, politiciennes. À votre avis, c'est quoi qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? En fait, quand on parle de réforme du code pénal, il n'y a pas que les aspects relatifs aux libertés et aux droits. Il y a aussi des aspects très épineux qui contribuent à cette lenteur du traitement de la chose, notamment les articles relatifs à l'enrichissement illicite. Et je considère que s'il y a des enjeux grandioses qui empêchent une réforme réelle du texte du code pénal, c'est par rapport à cette question-là. Alors maintenant, avec le nouveau gouvernement, est-ce que le nouveau gouvernement, dont une grande partie sont des hommes d'affaires qui représentent des fonds d'investissement également. Donc, est-ce que je trouve que maintenant, c'est
plus d'actu, c'est plus urgent que jamais de réglementer une fois pour toutes la question de l'enrichissement illicite, la question de la fortune et également tous les aspects relatifs aux droits et aux libertés au sein du code pénal. Donc, oui, en effet, c'est des enjeux politiques très épineuses et très complexes. Il y a d'une part le discours religieux par rapport à ces questions-là, le discours religieux qui se croit représenter la société, alors que d'un autre côté, il y a les chiffres des institutions officielles qui parlent du nombre de personnes poursuivies pour rapports sexuels hors mariage, pour l'avortement, et ainsi de suite. Donc, à quel point... Plusieurs facteurs. À quel point ces gens porteurs de ce discours représentent-ils effectivement, réellement la société? Ça reste quand même à prouver. C'est un texte, normalement, le code pénal est un texte généralement évolutif. Ce n'est pas quelque chose qui est stagné et figé par l'époque. On va parler tout à l'heure que ça traîne pour des raisons politiques et politiciennes religieuses. Karima vient de dire que aussi pour des raisons économiques, parce que ça punit l'enrichissement illicite. Pourquoi, à votre avis, tout ça traîne? Pourquoi ça a pris autant de temps? Tout d'abord, il y avait... Parce qu'il y avait une volonté. Ramid a essayé de faire évoluer le texte. Pour faire une réforme, il faut qu'il y ait la volonté pour faire cette réforme. Exactement. Je pense que cette réforme du code pénal était utilisée comme une arme de chantage. Et l'ancien cabinet, le cabinet qui le précède, parce qu'ils arguent toujours du fait que le Maroc est un pays musulman, qu'on ne peut pas aller plus loin dans la réforme d'un certain nombre d'articles, ce qui est archi faux. Parce que le code de la famille de 2004 a montré que les Marocains, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, ont pu produire en 2004 déjà un code très avancé. En tant que praticien du droit, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est plus facile de divorcer au Maroc qu'en France. Oui. Je fais aussi les divorces en France. Plus facile de divorcer au Maroc qu'en Heureusement. France. Il y a eu beaucoup d'avancées parce que il y avait la commission qu'avait instituée Sa Majesté le Roi, qui était présidée au départ par M. Miko, par Dizdahak, et à la fin par Feu Bousta, qui a produit un certain nombre de dispositions qui sont très avant-gardistes. Avec un fond politique de M. Saïd Sadi aussi. 2004, oui, bien sûr, Oui, à Moudouana, avec Moudouana, le oui. problème des femmes et tout ça. Mais moi, je pense que le Maroc est en mesure d'être à la hauteur d'une législation pénale conforme, respectueuse des droits humains dans leur acception universelle et qui peuvent rehausser l'image de marque du Maroc. Dans certains articles du Code pénal, on dit actuel, le Code pénal actuel, c'est celui-là. Dans certains articles, on dit tel délit ou tel délit est puni entre 2 ans et 5 ans. Cette marge qui donne le pouvoir discrétionnaire aux magistrats entre 2 ans et 5 ans n'est pas normale aujourd'hui. On ne peut pas l'admettre. Pourquoi on commence à 2 ans et on commence à 5 ans? Ce qui fait que ça crée un certain nombre de suspicions et ce qui fait qu'il faut revoir ça. Autre chose. Un déséquilibre. Un déséquilibre, bien sûr. Autre chose, par exemple, aujourd'hui, l'action publique est déclenchée par le parquet. Moi, je suis victime d'un agissement. Je ne suis que partie civile. Si le tribunal me condamne la partie adverse à des dommages et intérêts pour moi, je n'ai pas le droit d'interjeter appel en ce qui concerne l'action publique. Or, c'est anormal parce que c'est moi qui ai subi le dommage. Tout ça, je pense, ça doit être intégré dans le futur projet de code pénal, le futur projet de code de procédure pénale. Je vous rappelle que l'article 475, connu, très célèbre, avec l'histoire de Feu Amin Filali qui s'est suicidé, a été amendé sous la pression des ONG. Tout à fait. A été amendé sous les ONG. Et pourtant, je l'ai ici, quand vous voyez l'ancienne formule, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui viole une mineure, et s'il dit je vais l'épouser, comme si de rien n'était. De rien n'était. Aujourd'hui, ça a été supprimé. Et je pense qu'en ce qui concerne les relations sexuelles hors mariage, dans la mesure où il y a le consentement, dans la mesure où il y a des majeurs, si aujourd'hui, il faut être très franc et très honnête. Si vraiment on veut appliquer la loi, on doit mettre 75% des Marocains en prison. Exactement. En prison. Alors, donc, il ne faut pas être hypocrite. Et je pense que les anciens gouvernants n'ont pas eu le courage. Dans le gouvernement USFP? Je ne parle pas du USFP, je parle de 10 ans. Non, le USFP, quand il y a eu l'USFP, c'est là où il y a le développement de la femme. On a eu beaucoup de 2004, effectivement. Et même Abdelrahman Lusfi, qui était né le 8 mars, fêtait toujours
l'année mondiale de la femme, il était très très sensible à l'égalité et à la politique du genre. Je pense que s'il y a une volonté politique, et je l'espère, je suis pour le fait que l'actuel gouvernement, surtout mon ami Wahbi, a retiré ce projet. Parce que ce projet ne donnait pas grand-chose. Il faut vraiment une refonte totale du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la famille aussi. Famille, tout à fait. Code de la famille avec la pratique de 20 ans environ. Entre les différents textes. Et on a constaté qu'il y a beaucoup d'anomalies qu'il faut changer. Et c'est pour cela que les Marocains sont des gens sereins, conscients. C'est des musulmans respectueux de la religion musulmane. Et on ne doit pas nous prendre pour des mineurs. Il faut qu'on fasse confiance à nos ulama, à nos exégèses, pour que l'on puisse avoir des codes modernes, avant-gardistes, transparents. Et en harmonie avec l'ère du temps. En harmonie avec le temps, parce que le droit positif prend en considération le milieu dans lequel il s'applique. La loi, par exemple, le 475, qui dit que si quelqu'un viole une mineure et si l'épouse n'est pas punie, ça ne peut pas être accepté aujourd'hui. C'est en contradiction avec la Moudowana de 2004 qui dit qu'une personne mineure ne peut pas se marier. Il faut qu'il ait 18 ans déjà. C'est autre chose, parce que là, c'est l'article 16 du Code de la famille. Et c'est là où je voudrais terminer cette question de relations sexuelles hors mariage. Dans les campagnes, il y a beaucoup de mariages qui sont sur la base du Fatiha. Tout à fait. Il y a pas. Et le droit canonique, c'est lui qui a instauré le contrat de mariage, l'acte de mariage, etc. Donc, si on veut appliquer la loi, tous ces gens-là devraient aller en prison. Or, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement d'il y a 10 ans fait beaucoup d'efforts. Ahmed Yousfi, Abbas El-Fassi, Jetto Abbas El-Fassi fait beaucoup d'efforts pour régulariser les mariages qui n'étaient pas des mariages. Ils ont fait ce qu'on appelle un mariage confirmatif. Exactement. Et l'article 16 du Code de la famille a été renfloué plusieurs fois. Actuellement, il est stoppé. Et je pense que ça, c'est une autre question en ce qui concerne les mariages des mineurs, des filles de moins de 18 ans. Il faut vraiment que l'on sévisse en ce qui concerne l'applicabilité de la loi. Parce que le ministère avait constaté et l'autorité judiciaire avait constaté que dans certaines villes, c'est plus facile d'accéder au mariage des mineurs que dans d'autres. Oui. Je ne dis pas le nom des villes parce qu'elles sont très proches. Et ça, toute cette hypocrisie doit cesser. On doit attaquer les problèmes de front et trouver un consensus. Autre chose, il est inadmissible aujourd'hui en ce qui concerne l'adultère. Exactement. L'adultère. Tout à fait. L'adultère. Une inégalité flagrante. L'adultère. Si c'est le 491. 492. Tout d'abord, le constat d'adultère est très précis par le code pénal, l'actuel code pénal. Mais si l'une des parties pardonne à l'autre, elle sort de prison, mais le partenaire reste en prison. C'est anormal, c'est une inégalité flagrante. C'est surtout quand il y a une femme dans la femme ou un homme, même si une femme pardonne à son mari, c'est l'autre femme qui reste en prison. Et le contraire aussi. Et le contraire est valable aussi. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui méritent une révision apaisée, sereine, sans démagogie et sans afficher de pseudo-croyances religieuses. Exactement. D'accord, on va y revenir par rapport aux croyances religieuses, mais aussi à l'islam. Juste avant de passer à la question suivante, pour relayer un petit peu les propos de Maître Rachidi. Alors, par exemple, la question des mariages de mineurs, qui est normalement une exception, qui se fait avec une autorisation exceptionnelle. Donc, pendant l'année 2020, une année de Covid, de confinement, il y a eu plus de 30 000 demandes pour des mariages de mineurs, dont 15 000 ont été approuvées. Donc, ce n'est plus une exception, c'est à peu près une règle. Donc, maintenant, effectivement, il y a... Est-ce que vous n'entendez pas l'argument qui dit que, par exemple, moi je suis magistrat, j'ai une demande de mariage d'une fille mineure, je dis non, et après un an, je serai obligé de confirmer ce mariage, mais aussi d'ajouter un livret de famille parce que la fille est enceinte. C'est la réelle politique, mais c'est aussi... Oui, tout à fait, c'est vrai, mais en fait... En donnant l'autorisation, on ne fait qu'encourager encore le phénomène. Donc, c'est vrai que finalement, si ça doit se faire, ça va se faire, même sans autorisation. Mais au fait,
si l'État s'est engagé à lutter contre ce fléau, ben, il faut que ça aille jusqu'au bout. Cette question d'autorisation exceptionnelle devrait vraiment être accordée avec des critères plus ou moins très très difficiles afin que l'idée, le concept de la protection des mineurs soit mise en exécution et ne reste pas que de l'encre sur papier. D'accord, ma question c'est exactement sur ce volet-là. Est-ce que c'est un texte purement juridique ou il s'agit d'un texte plutôt social, droit de l'homme le code pénal. Non, le code pénal tout d'abord est un... je reviendrai vers vous. D'accord. Alors en fait, vu que ce texte de loi, le code pénal, il réglemente à peu près tous les aspects de la vie des Marocaines et des Marocains, donc il couvre les volets économiques, sociétaux, les rapports entre les personnes, les rapports entre les citoyens, les citoyennes et les institutions. Donc c'est pas qu'un texte juridique, c'est un texte qui est fondamental pour la société marocaine et pour garder un ordre au sein de la société marocaine. Maintenant, la question c'est avec l'esprit de la Constitution 2011 qui prône les droits humains, ce texte de loi devrait être plus dans l'air du temps qu'un texte sécuritaire. Donc c'est vraiment la dimension droits humains qui devrait dessiner les aspects de ce nouveau texte ou d'une réforme potentielle. Par contre, je voudrais revenir un petit peu en arrière. On parlait de la Moudouana. À l'époque, on se rappelle très bien qu'il y avait des personnes qui ont contesté, qui n'étaient pas d'accord, qui sont sorties avec des marches monstrueuses, mais qui maintenant... lors de leur passage au gouvernement, ils se vantaient d'avoir une Moudouana aussi progressiste et avant-gardiste. Je crois que ça serait exactement la même chose. Ouais, ça serait exactement la même chose d'ici 10 ans. Si on fait une vraie réforme du code pénal, on va se vanter d'ici 10 ans d'avoir fait le pas et de disposer d'un code pénal qui représente au mieux et qui est en adéquation avec la Constitution 2011 et avec le Maroc tel qu'il est dessiné, ou les aspirations d'un Maroc meilleur tel qu'il est dessiné par exemple dans le rapport de la Commission du nouveau modèle de développement. Donc c'est vraiment des choses qui tracent des aspects que ça soit au niveau de la société, économique, sociale, culturelle et tout. Et il faut que le texte de loi, il faut que ça soit en cohérence avec ces aspirations-là. C'est comme des plans à exécuter d'ici 10 ans, 20 ans, 15 ans ou plus. Donc il faut que les textes de loi ne soient pas en désaccord et ne soient pas en retard par rapport à toutes ces aspirations-là. Maître, devra-t-on légiférer pour, d'ici 10 ans, être fier d'avoir un code pénal aussi progressiste? Moi, je pense que... je suis optimiste parce que le fait que le gouvernement ait retiré le projet, c'est déjà une bonne initiative, à condition qu'il travaille en collaboration avec tous les intervenants dans le domaine, parce que le code pénal détermine les conditions de vie sociétale de tout un pays. Donc il faut qu'il y ait un consensus pour avoir une réforme in, not out, qui prend en considération la position stratégique qu'occupe le Maroc aujourd'hui dans le monde Aujourd'hui, le Maroc est cité comme un exemple où il y a le respect des droits de l'homme par rapport à plusieurs pays. Ça ne veut pas dire que c'est le paradis. Il y a encore des défaillances quelque part. Un code pénal à réformer aussi. Il y a encore un certain nombre de choses à revoir, tout à fait normal, mais les pas qu'a fait le Maroc sont des pas très importants et je suis en mesure de cette réforme va consolider le trait. Si la volonté politique existe, on peut aboutir à une réforme fondamentale du texte relatif au code pénal, la procédure pénale, procédure civile, code de procédure civile aussi, et le code de la famille. C'est un chantier, je pense qu'en 5 ans, si le gouvernement veut vraiment réformer, veut vraiment marquer son passage, je pense que ces réformes sont indispensables. Exactement. Et ils ont une majorité confortable pour passer les textes parce que l'enrichissement sans cause. On va y revenir, ça sera notre dernier point. L'enrichissement illicite, mais aussi au blanchiment d'argent. Blanchiment, on y reviendra. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement a vraiment une chance en or pour marquer son passage sur le plan de l'histoire politique et juridique du Maroc
en adoptant des lois progressistes, modernistes et transparentes. D'accord. En tant que vous êtes dans la réclamation, vous êtes les défenseurs de droits humains, ils sont dans la revendication. Que faudra-t-il réformer dans ce texte-là? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Mis à part le nom de votre collectif qui s'appelle Stop 490, mais je pense qu'il n'y a pas que l'article 490 qui pose problème. Tout à fait. Alors, on ne corrige même plus le nom parce que normalement c'est le collectif 490, mais après la campagne Stop 490, on nous appelle les Stop 490. Pourquoi le 490? Pas uniquement comme simple et unique article, mais c'est un article qui symbolise tout un ensemble d'articles dans le code pénal, au sein du code pénal qui pénalise, criminalise les choix personnels, la vie privée des gens. Et donc, nos revendications s'articulent autour de ces articles-là qui incarnent justement un air pas conservateur, mais vraiment un air de violation de la vie privée, un air qui n'a pas de respect pour l'intimité des gens et également pour un air qui est en parfaite opposition avec les recommandations de la Constitution 2011. Donc pour nous, alors le 490, il faut d'abord y revenir, préciser une chose très importante. On parle de relations sexuelles hors mariage, mais on ne parle pas de consentement. Alors le 490, il ne parle pas de consentement. Il n'y a pas le mot rida, il y a consentement dans cet article-là. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact et comme résultat? Ça empêche les victimes de violences sexuelles et d'agressions sexuelles de porter plainte. Parce que, à défaut de prouver qu'elles ont été victimes, on sait très bien à quel point il est difficile de prouver les affaires d'agression sexuelle et de viol, elle se retrouve en train d'avouer clairement qu'elle a eu un rapport sexuel hors mariage. Exactement. Donc, elle se transforme d'une victime à une accusée. Et donc, cet article-là, essentiellement, il est la cause qui empêche plusieurs victimes de passer à l'étape suivante, qui est porter plainte et revendiquer leurs droits et demander justice. Donc, ça, d'un côté. Donc, comme j'ai dit, la notion de consentement n'existe pas. Donc, cet article-là est utilisé à la fois pour persécuter les gens. Il est souvent utilisé comme un moyen de vengeance politique et personnelle. On a vu en 2019 l'affaire d'où a éclaté d'ailleurs le manifeste des hors-la-loi, l'affaire de Hajar Rissouni. Donc, ces articles-là, pourquoi le 490, comme j'ai dit, il symbolise tout un ensemble, mais justement, il incarne cette ère qui ne correspond pas au développement de la société marocaine, qui ne correspond pas aux aspirations de l'État marocain en termes d'instauration des principes fondamentaux des droits humains, et donc c'est tout simplement illicite. Pour nous, y ajoutons bien sûr l'argument historique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça, pour nous, fait que l'existence de ce genre d'article dans le code pénal marocain est tout simplement absurde. C'est pourquoi nos revendications sont claires à ce point-ci. Il faut abroger ce genre de loi, parce que l'essence même de la loi ou du texte de loi, s'il y a une raison d'exister pour la loi, c'est pour garantir l'ordre et protéger ou garantir l'ordre et réglementer les rapports sociaux. Donc, puisque un rapport sexuel entre deux personnes ne constitue aucun mal et aucun danger pour d'autres personnes, il ne faut pas que ça soit pénalisé. Donc c'est des équations qui sont très simples, mais aussi, comme je l'ai dit, surtout qu'un tel article empêche des gens qui ont besoin d'accéder à la justice de le faire. Donc il les prive de ce droit juste parce qu'il y a une telle ambiguïté dans cet article et tout ce qu'il représente, bien sûr, comme esprit ou comme état de pensée. D'accord. Maître, vous qui êtes dans la pratique, vous êtes quotidiennement dans les tribunaux pour défendre et plaider, qu'est-ce qu'il faudra réformer, là, au niveau de la procédure qu'au niveau du code pénal? Qu'est-ce qui cloche pour vous? Qu'est-ce que vous trouvez anormal, inadéquat, déséquilibré par rapport à l'essence même et à l'ère du temps? Tout d'abord, la première des choses qu'on doit revoir et prendre en considération, c'est tout d'abord dépénaliser les relations sexuelles consentantes entre adultes
majeur. Juste avant, est-ce qu'il y a cette notion de consentement dans le code Il n'y a pénal? pas de consentement. Non. Je reviens à l'infraction. L'article 110 nous dit l'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. En quoi Exactement. les relations sexuelles entre des adultes majeurs, consentants, qui ne portent pas atteinte En toute intimité. à l'ordre public, sont sanctionnées? Moi, je vois au tribunal les gens pour prostitution, racolage et tout ça. C'est vraiment stupide. Et souvent, on amène une dame pour prostitution. Prostitution avec qui, contre qui? Non. Il n'y a personne, elle est toute seule. Je pense que ce genre de choses doivent être revues. Pour moi, il faut dépénaliser ces relations sexuelles entre adultes consentants. Les questions Il d'avortement. faut dépénaliser le chèque. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le plan droit international privé, quelqu'un qui est recherché pour un chèque sans provision, qui a quitté la France, il est venu au Maroc. La France, il est parti en France et le Maroc demande son extradition. La France ne l'extradie pas parce que le chèque n'est pas pénalisé en France. Et il faut vraiment, ça ne veut pas dire que ça doit être la pagaille, mais il faut que les banques, s'assurent à qui donner des chèques, et il faut qu'il y ait des garde-fous pour ne pas donner des chèques à tort et à travers. Autre chose, c'est que les sanctions contre les crimes à caractère sexiste, par exemple, il faut renforcer les sanctions pour ce qui concerne les personnes ayant des relations de subordination Exactement. familiale ou tutelle, mari, ex-mari, l'inceste, etc. Prendre en Il considération... y a eu un petit pape qui dit que c'est considéré comme de la traite. Non, la traite des blanches, il y a une loi qui est là, Mais qui parle de la traite des blanches, de la traite des personnes. Et autre chose, c'est qu'il faut prendre en considération l'avortement sanitaire. La France vient de revoir la durée où il est permis de procéder à un avortement. Ils ont allongé la période. Et il était à 12 semaines. si vraiment une victime d'une agression sexuelle, une femme ou un mineur, lorsque le fœtus présente des défaillances ou des anomalies, il faut autoriser... Le crime, c'est de lui donner vie. Ce n'est pas de... Il faut autoriser, surtout que la médecine s'est développée. On peut faire aujourd'hui à l'avance un certain nombre des avortements médicaux en toute sécurité. D'images, et pour savoir si le fœtus ne présente pas d'anomalie. Et le droit évolue en fonction de l'évolution des mentalités. Exactement. Les mentalités ont évolué au Maroc. Il faut il y ait une évolution très rapide des mentalités politiques, économiques, sociales, culturelles et culturelles. Culturelles aussi. Mais sur le plan juridique, ça stagne toujours. Ça stagne. Et j'espère que... Ça n'accompagne pas ces évolutions. J'espère que l'actuel cabinet, l'actuel gouvernement soit en mesure d'avoir une volonté politique pour attaquer de front ces réformes et avoir le courage de poser les problèmes, bien sûr, en prenant en considération le fait que nous sommes un État, le Maroc est un État constitutionnel démocratique, notre religion est l'islam. Mais attention, nous avons des Marocains qui sont de confession juive. Oui, exactement. Ils sont de confession juive. Le Maroc a toujours brillé par la tolérance et l'acceptation de l'autre. Il faut que vraiment, qu'on change de mentalité, qu'on aille vers une réforme fondamentale de tout ce qui est répressif dans nos codes juridiques. Donc justement, il faut, comme j'ai dit, il faut que ce soit... nous aspirons à ce que ce texte-là ait un esprit droit de l'homme, des droits humains, et pas que ce soit un texte sécuritaire. D'accord. Juste une question dans le sens de votre analyse. Vous avez été reçu par le ministre de tutelle, le maître Rachidi espère qu'il y aura des changements. Comment vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a eu du répondant de la part du ministère, ou juste ils étaient là pour écouter vos réclamations? Voilà. Comment vous avez ressenti? C'est déjà un bon point de vous recevoir, à votre avis? Oui, c'est un bon point parce que on fait partie des organismes de la société civile. Le ministère a reçu plusieurs associations
Et donc, pour nous, c'était très important qu'il nous ait reçus parce que nous avions un message très clair à délivrer. Nous avons remis une lettre ouverte au ministre que nous avons publiée par la suite, dont une lettre qui réclame, qui revendique clairement l'abrogation de l'article 490 avec, c'était une plaidoirie pour l'abrogation du 490 avec tous les arguments que j'ai cités et d'autres. Donc, par rapport, par exemple, même au cas de surcharge des capacités des prisons. Donc, les gens, les payeurs, les convoyeurs, enfin, les payeurs des impôts, les citoyens, les contributeurs, ne voudraient pas, c'est quelque chose qui paraît assez logique, ne voudraient pas que leur argent soit gaspillé pour punir des jeunes qui ont fait des choix de vie différents, mais que ça soit plutôt utilisé pour punir ceux les agresseurs, les vrais criminels, et que ces prisons-là servent à réhabiliter ce genre de personnes, mais pas des jeunes qui ne constituent aucun danger pour la société, à l'égard de la société, ni à l'égard des citoyens, exactement. Alors je voudrais revenir vers les articles relatifs à l'avortement, parce que notre perception, notre vision de la chose est que la santé, comme l'avait défini l'OMS, la santé de la femme ou la santé de la mère n'est pas seulement physique. La santé est aussi morale, mentale, psychologique. La santé est aussi les conditions économiques adéquates pour avoir un enfant. La santé, c'est aussi être prêt, la volonté. Et donc tout ça doit être pris en considération pour permettre et tolérer des avortements en toute sécurité. Surtout quand on regarde les chiffres des avortements clandestins qui se font tous les jours, donc ça varie entre 500 et 800 cas d'avortements clandestins. Alors, on voit clairement que ces lois-ci relatives à l'avortement ne sont pas effectives. Et d'un autre côté, ça laisse les femmes, des jeunes femmes, des filles, vraiment en situation de haut risque. Il y a des cas de mortalité, il y a des cas de suicide, tout ça relatif au fait que des femmes se retrouvent avec une grossesse non volontaire et ne trouvent pas de moyens sûrs, sécurisés pour pouvoir faire une interruption volontaire de grossesse. Et si on parle de ces choses-là, de ces aspects-là, c'est parce que c'est lié étroitement à plusieurs fléaux dans la société marocaine. Parce que nous, on nous décrit comme des gens qui incitent à la débauche, qui veulent que les gens partent dans la rue et font des... Non, mais en fait, la question, c'est autour de tous les fléaux résultant de ces lois-ci. Alors, par exemple, on parle d'enfants abandonnés. Il y a des chiffres. Des mères célibataires aussi. Il y a des chiffres qui... les mères, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Une femme qui se fait violer et qui ne peut pas partir porter plainte pour viol et se retrouve enceinte de ce viol et ne peut pas accéder à une interruption volontaire de grossesse et elle se retrouve avec un enfant. Donc la situation n'est pas vraiment... Il y a un vrai vide juridique par rapport aux mères célibataires et leurs enfants. Donc ça d'un côté. Et maintenant on parle de chiffres de 24 enfants par jour. Donc c'est une moyenne d'un enfant chaque heure. Avec ces lois qui existent bien évidemment. Donc pour nous, il faut très bien tirer au clair la question que ces lois-ci font que les fléaux deviennent encore plus répandus et s'accentuent davantage. La prostitution notamment, c'est la même chose. Alors une femme qui se fait agresser et qui ne peut pas obtenir justice, qui est condamnée et poursuivie pour le 490, quand elle sort de prison, elle est étiquetée comme prostituée professionnelle. Jusqu'à la fin de ses jours. Elle est reniée par la société et donc elle ne trouve plus aucun moyen pour subvenir à ses besoins et aux besoins de son enfant. Ce qui la dirige généralement vers la Exactement, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le contraire. C'est le contraire de ce qu'on nous reproche. C'est en fait nous voulons faire en sorte que ces fléaux-là diminuent et c'est par l'abrogation de ce genre de loi, c'est par l'adoption d'un code pénal à l'esprit droit de l'homiste, à l'esprit
qui... Des conventions universelles Exactement, ratifiées par le Maroc. Tout à fait. Maître, Karima a parlé de surpopulation carcérale parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mises en prison. Mais il y a... Mais c'est le journaliste que c'est à mon tour de poser des questions et ne pas que animer le débat. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la question de la liberté provisoire? Pourquoi les juges, pourquoi les magistrats, pourquoi les officiers de la police judiciaire ont du mal avec la liberté provisoire? Tout d'abord, je vous remercie pour cette question qui est vraiment une question fondamentale. Aujourd'hui, ou même la conditionnelle. Aujourd'hui, au sens français du terme. Le discours officiel parle de la rationalisation de la détention provisoire. Le président du parquet général... M. Amnabaoui. Non, c'est M. Daki, procureur près de la Cour de cassation, a fait pas mal de conférences sur la rationalisation de ce qu'on appelle... la liberté provisoire ou... La détention provisoire. Détention provisoire, pardon. Je vous donne des chiffres qui sont très parlants. Au Maroc, aujourd'hui, nous avons 84 000 prisonniers, aujourd'hui, 2021, fin 2021, pour environ 35 000 à 40 000 places. Wow. Pour une population de 35 millions. En France, fin 2021... En France, qui souffre aussi de la surpopulation carcérale. Mais attendez. En France, il y a 67 971 prisonniers 31 décembre pour 60 398 places. Et pour 68 millions d'habitants. Est-ce que le crime est plus développé au Maroc qu'en France? Non. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir une attitude courageuse pour limiter la détention provisoire et, par exemple, envisager des actions alternatives. Par exemple, quelqu'un qui ne présente aucun danger à l'extérieur, qui peut se présenter devant le tribunal, la loi le dit, présenter sur le tribunal, il a un logement, on peut lui bloquer les frontières, lui retirer son passeport, payer même une caution dans le cas, mais on ne l'applique pas souvent. Le seul de mémoire, c'est parce que le procureur, il se dit, tiens, de mémoire. Le procureur, il passe 20 ou 30 personnes, il dit, moi, si je le relâche 5 ou 10, ils vont me dire pourquoi vous les avez relâchés. Moi, je pense que les magistrats du parquet, les magistrats debout, doivent avoir le courage d'appliquer la loi. Autre chose, en ce qui concerne... que la loi soit plus claire. Non, la loi est très claire. Dans ce domaine, la loi est très claire. Le problème, c'est un problème d'applicabilité de la loi. Autre chose, c'est que il y a des sanctions alternatives. Pourquoi pour un oui, pour un non, on met une personne en prison. Si cette prison, aujourd'hui, c'est devenu la maison où il apprend. Un jeune rentre en prison. C'est l'université de la criminalité. C'est l'université de la criminalité. Moi, je connais des clients qui, en code de procédure pénale, ils sont aussi qualifiés qu'un avocat dans le domaine, parce qu'ils connaissent tout ça. Alors, c'est pour cela que... par l'expérience, l'apprentissage par l'expérience. Dans le cadre de cette révision du code de procédure pénale, j'espère que les législateurs et le gouvernement vont faire des propositions qui vont aider les magistrats à avoir les coups des franches et à diminuer cette tentative, cette volonté d'arrêter tout le monde pour un oui, pour un non. Exactement. Tout à fait. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui nous avons une surpopulation carcérale. Du double, voire même plus. Dans 84 600 et quelques. 35 000 places. Pour 40 000 places. Aussi un autre point, mais aussi c'est le journaliste, et je vous repose la question, vous qui plaidez aussi en France, pour dresser un procès verbal, il serait préférable, où la loi française permet à l'avocat d'être sur place. Au Maroc, ça ne se fait pas. On dresse un procès verbal sans présence de l'avocat. Pourquoi? Après les premières 24 heures, vous pouvez venir pour une demi-heure voir un client. En France, Moi, je parle lors de la rédaction du procès verbal. Non, devant la police judiciaire. L'officier de la police judiciaire. Devant l'officier de police judiciaire. En France, l'avocat est avisé immédiatement, la famille. Il peut assister. J'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs reprises dès l'arrestation de la personne en question. Dans des procès médiatiques. La première en question. Et ici, il faut attendre 24 heures, mais à un certain moment, on parlait même de la possibilité de filmer les interrogatoires et de demander. Ça se fait. Et il y a des avancées aujourd'hui. Il y a quelques avancées, il ne faut pas négliger. Si une personne
affirme qu'elle a été torturée, elle peut demander une expertise médicale, ça peut se faire, ça se fait. Mais je pense que dans le cadre de la réforme... Ça a été rejeté lors de mémoire, parce que je ne vais pas souvent aux tribunaux. Dans le cas des détenus du RIF, ça a été refusé. Faux et archi-faux. Moi, je défendais l'État dans ce dossier-là. Au contraire, il y avait même des accusations de torture. Il y avait des accusations, mais il y avait des expertises très partites qui ont abouti à autre chose. Je sais à quoi vous faites allusion, quelqu'un qui a un problème à l'oreille, etc. Mais je pense que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, aujourd'hui, le Maroc a beaucoup évolué. L'État marocain, aujourd'hui, se constitue en tant que partie civile. Même des institutions, des corps constitués. Parce que ce n'est plus le temps comme avant. On volait quelqu'un, on le mettait dans un sac, etc. C'est terminé. Aujourd'hui, l'État, quand ils se sont diffamés, ou quand l'État est obligé de défendre les fonctionnaires qui dépendent de lui, par exemple, le ministère de l'Intérieur, il défend les policiers s'ils sont victimes de lynchage ou d'outrage. L'article 19 le prévoit, la fonction publique. L'État aujourd'hui va devant les tribunaux. Et ça, c'est un progrès extraordinaire qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, dans les années de plan, l'État réglait ses problèmes directement. L'avant-hier et avant-recommandation. Aujourd'hui, l'État s'est démocratisé. Et nous n'oublions pas que le Maroc a été parmi les rares pays qui ont fait l'instance équité et réconciliation. Où on a reconnu un certain nombre de méfaits, un certain nombre de violations de droits. Et les gens étaient indemnisés. Bien que l'indemnisation ne paie pas le problème, pas une réparation morale, psychologique, etc. Mais le fait de reconnaître ces torts, c'est déjà quelque chose de positif. Oui. Donc on va, si dans le cadre du projet de code de procédure pénale, nous allons défendre la présence de l'avocat dès la première heure d'interrogatoire par la police judiciaire. Vous pensez quoi de la liberté provisoire et de la conditionnelle en tant que défenseur des droits de l'homme? Je termine. La conditionnelle. La conditionnelle existe, mais malheureusement, on ne l'applique pas beaucoup. Exactement. On l'applique pas beaucoup. Et je pense c'est un courage qui manque aux magistrats ou c'est plutôt la peur de... La bureaucratie, c'est très bureaucratique. Il faut simplifier les choses. Il faut avoir des lois claires pour que l'on puisse... Quelqu'un qui a passé 2/3 de sa peine, en France, on lui permet de sortir 6 mois, de commencer, s'il a un contrat de travail, et commencer à sortir, à demander un travail. C'est ce qu'on appelle la réinsertion. Ici, nous avons une loi aussi qui parle de la réinsertion. D'ailleurs, la DGAPR, le dernier R, c'est de la réinsertion. Oui, la réinsertion. Et heureusement, il y a le Conservatoire des prisons qui joue dans ce rôle. Et depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, nous avons réalisé beaucoup de progrès dans ce domaine. Parce qu'avant, je me rappelle, que dans les prisons, les gens apprenaient des métiers, il y a de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a la formation professionnelle. Mais ce problème de surpopulation complique un peu la tâche. Aussi bien des surveillants qui sont des Marocains aussi. Oui, respectueux aussi des droits de l'homme, etc. Nous n'avons plus dans nos prisons aujourd'hui, quelques rares exceptions, des violences manifestes, des violences délibérées contre des détenus. Au contraire, l'Observatoire des prisons suit avec chose, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Nous avons vraiment une super structure qui est là et les gens réfléchissent avant de commettre... Il faudra juste élargir un petit peu plus le prérogatif en cas de... bien sûr. On est d'accord. Il faut toujours élargir des prérogatives, il ne faut pas s'arrêter. Alors, la liberté provisoire ou conditionnelle, moi je suis tout à fait d'accord, ça fait partie de nos convictions et ça rejoint justement l'idée dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'idée de réduire la population carcérale et de trouver des peines alternatives, comme les travaux civiques et tout ça. Donc, pour nous, les bracelets électroniques. Oui, pour nous, on peut vraiment parler du fait que la prison doit être le dernier recours, mais le recours consacré aux crimes, aux grands crimes, les high crimes. Pas seulement des gens qui ont fait des choix ou qui ont fait des délits qui n'ont pas affecté ni d'autres personnes, ni la société. Donc, il faut trouver toute peine alternative peut servir à corriger le comportement d'une personne, mais pas la prison. Le habs, c'est le dernier recours et la prison et maintenant c'est comme un centre de formation. Les jeunes y entrent sans expérience, ils en ressortent avec
tout un background et des connaissances sur le monde de la criminologie. Donc, pour nous, c'est une des revendications, justement, quand j'ai parlé tout à l'heure de la réduction de la population carcérale, quand on a parlé des contributeurs, des citoyennes et citoyens marocains qui voudraient que leur argent soit dépensé, par exemple, dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et d'agressions sexuelles, l'accompagnement des mères célibataires, par exemple, et non pas pour envoyer plus de jeunes, plus de filles, de garçons aux prisons et accentuer encore plus cette crise de surpopulation carcérale. Donc, oui, c'est un moyen de parvenir à cette fin, mais c'est aussi un moyen de construire une société de réinsertion, une réelle société de réinsertion, de réhabilitation, et une société un pays qui accepte tous ses enfants, qui sait pardonner. Qui sait pardonner et qui donne une chance, une seconde chance, mais concrètement, pas uniquement... on cherche toujours la petite bête, nous les journalistes, vous êtes tout le temps pour réduire les peines, et que ça soit plus dans la liberté, plus dans le consensus, plus dans le pardon. Mais quand il s'agit de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite, là, vous prenez plus de prison, plus de... Oui, bien sûr. Parce que les dommages et les impacts négatifs de ce genre de crime, ils ne sont pas relatifs à une seule personne, c'est relatif à toute une population, c'est un pays qui est affecté, c'est l'économie d'un pays qui est affectée, c'est une classe populaire qui est vraiment piétinée et donc c'est un crime contre l'économie. Exactement, c'est pas un crime qui affecte une seule personne, c'est tout un pays qui est en jeu dans ce genre d'accusation. Et justement, si on parle de construire un état de droit, un état de démocratie, un état de droit et de démocratie ne peut pas se construire avec l'existence de gens corrompus et dans des postes haut placés, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité, c'est un fait. Donc oui, ça ne représente aucune opposition, aucune contradiction, parce que les prisons sont faites... Je suis contre la peine de mort, mais les prisons et les peines, des peines assez lourdes, importantes, sont faites pour ce genre de crimes, pour ce genre de délits et pour des personnes corrompues qui affectent tout un pays et pas seulement une personne ou deux. Maître, est-ce que vous entendez cet argument qui dit que dans les crimes liés à l'économie, à savoir le blanchiment d'argent, l'enrichissement illicite, on a une justice assez molle ou une justice à plusieurs vitesses, pour ne pas dire à deux poids, deux mesures? Je parle tout d'abord du blanchiment d'argent. Le Maroc, quand même, a fait des efforts assez importants pour lutter contre le blanchiment. Et la corruption, tant qu'on y est. Les crimes financiers. Je parle de blanchiment d'argent tout d'abord, parce que le GAFI, le groupe d'action financière internationale, en fin octobre 2021, il avait classé le Maroc sur la liste grise. Mais depuis, le Maroc a entrepris un certain nombre d'actions. Il a commencé tout d'abord par décentraliser. Avant, toutes les questions relatives au blanchiment d'argent étaient de la compétence du procureur de Rabat, premier procureur du roi de Rabat. Depuis cette année, l'année 2021, aujourd'hui, il y a plusieurs procureurs, plusieurs parquets qui sont... Est-ce qu'il y a un parquet financier? On n'a pas de parquet financier comme en France, mais on a un parquet tout d'abord. On a un parquet à la police judiciaire, nous avons des sections de division économique et financière, où il y a des officiers de police judiciaire qui sont spécialisés dans le domaine, aussi bien la BNPJ que la Wilaya. Donc, le blanchiment d'argent, le Maroc fait des efforts, mais c'est un phénomène difficile à cerner, difficile à c'est pas... On ne voit pas l'argent invisible. Quand ça transite par les banques, automatiquement, il est ciblé, il est suivi, il y a des traces, il y a une traçabilité. Si elle ne passe pas par les banques, c'est très difficile de faire. La corruption, il y a un certain nombre d'institutions relatives à la corruption. Il faut reconnaître que le téléphone vert qui était instauré par Maître Al-Nabawi, au parquet, président du parquet, procureur près de la Cour de cassation, avait donné des résultats. Mais le problème, et on a même voté des lois pour protéger les dénonceurs de crimes, de corruption. En plus de cela, une très célèbre à Marrakech. Les témoins, il y a une loi même qui protège les témoins. Et il y a des actions, mais malheureusement, ce n'est pas des actions continues. Et autre chose, maintenant, le Marocain,
Ce qui dit corruption dit corrupteur et corrompu. Le Marocain n'aime pas dénoncer. Moi, il y a plusieurs personnes qui viennent dire un tel m'a demandé de l'argent. Je lui dis très bien, on va voir le procureur. Il dit non, j'ai pas envie d'avoir de problème. Alors, si tu n'as pas envie d'avoir de problème, il faut les droits s'arrachent. Les droits s'arrachent. Et il faut que le citoyen puisse comprendre qu'aujourd'hui, il peut se défendre. Il a tout un certain nombre de mécanismes qui vont le protéger, qui vont le prémunir contre toute action néfaste. C'est ce qui explique que la corruption est un phénomène qui est lié principalement à la complexité des règles administratives. Des règles administratives. On paye pour ne pas subir tout un arsenal administratif et puis autre chose. Il y a certaines personnes qui ont appris à payer pour avoir leurs droits. Alors que des passe-droits. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir son droit, surtout avec la digitalisation. Avec la digitalisation, on peut avoir son extrait d'acte de naissance. Mais il y a autre chose, c'est que là aussi c'est la volonté politique. On a voté, quand j'étais au Parlement, une loi qui dit que la carte nationale biométrique comprend l'acte de naissance. Elle remplace tous les documents. L'acte de naissance, le certificat de résidence. Le certificat de résidence. Aujourd'hui, malheureusement, vous voulez faire la carte biométrique, on vous demande ces documents-là. L'attestation du Muqaddam, l'attestation du Muqaddam. Le Muqaddam vous demande l'attestation de la LIEDEC, vous allez à la police, bien, c'est rapide, il faut le reconnaître, c'est rapide au niveau de la police, c'est rapide, il y a c'est plus rapide, les empreintes digitales, mais c'est rapide, c'est très bien organisé. Mais il faut que l'on applique la loi qui dit que la carte nationale, parce que si vous le remarquez sur la carte biométrique, il y a le numéro d'état civil, et sur la base là, vous avez toutes les données biométriques qui existent depuis votre naissance jusqu'à la fin. D'accord. Alors, je voudrais juste rebondir parce que quand on parlait de corruption et de lois qui protègent les gens qui dénoncent, alors j'ai pensé un petit peu, je vais faire la journaliste et je vais titiller un petit peu le maître Rachidi. Je me suis rappelé la fameuse affaire CIH et Liwa. Donc là encore, les citoyens... on dit qu'il n'y a que la petite corruption qui est dénoncée, mais pas la grande. Exactement, tout à fait. Est-ce que vous entendez cet pour moi, je sais que vous êtes un Itiradi acharné, mais bon. Alors pour moi, un simple citoyen qui prend connaissance de cette affaire et qui réalise que de hauts fonctionnaires... Aussi Kalebzaz, mais il n'y a pas que... On peut en citer plusieurs. Alors des hauts fonctionnaires qui ont dénoncé de l'enrichissement illicite, du blanchiment d'argent et de la corruption se sont retrouvés derrière les barreaux. Donc, sauf c'est Liwa. Non, non. Je ne défends pas ce monsieur. Alors, c'est l'idée. Vous avez compris ce que je voulais dire. Tout d'abord, il a une permission royale pour aller assister à l'enterrement de sa maman, sa mère. Après, il est revenu en prison. Non, je vous dis des choses. Moi, je ne défends pas. Non, mais je vous dis la réalité, parce que moi, j'ai quand même un certain crédit que je ne veux pas le désaltérer ici. Et il est retourné en prison. Et après, on a demandé sa mise en liberté provisoire devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Casa. Qui a donné suite à sa liberté, à sa requête de mettre en liberté provisoire. Et les autres choses, ça dépend. C'est les magistrats qui doivent faire leur travail. Donc vous êtes d'accord qu'il n'y en a que pour la petite corruption, mais pour la grande, et surtout pour le blanchiment et l'enrichissement illicite. Je ne dis pas que c'est totalement noir, mais il faut qu'il y ait plus de poids, plus de... Il n'y a pas un gros poisson qui a été épargné. Le Maroc... Les rapports de la Cour des comptes... Non, le rapport de comptes, c'est pour les administrations. Il y a moyen pour l'argent public et les administrations. Transférer ça devant une cour pénale. Il y a moyen. Comment il a le droit? C'est une obligation pour lui, parce qu'il y a un procureur à la Cour des comptes. Il doit envoyer ça au ministère de la Justice, maintenant au président du parquet. Et le président du parquet, du temps de l'ancien gouvernement, il y avait une commission qui voyait ce qui devait envoyer à la justice, ce qui devait être envoyé, parce qu'il y a aussi des règlements administratifs et rendre l'argent qui a été... Mais à ma connaissance, il n'y a pas une grosse corruption. Il y a la grosse corruption, mais... Quand on arrête quelqu'un, il perd le prix. Il y a 17 milliards de... on va pas... Attendez, là, on va pas mélanger. Non. Mais il est en prison. Non, 17 milliards, c'est pas de la corruption. Je pense que l'actuel président du Conseil de la concurrence,
il doit reprendre ce dossier. Exactement. Ça, c'est des avantages qu'on a suite à une déréglementation du marché. Il faut vraiment... ne parle pas des hydrocarbures, elle parle de l'ancien président d'une commune mitoyenne à Casablanca. Ah oui, oui. C'est une autre affaire. Mais Celui qui est en prison. Non, il n'y avait pas 17 milliards, parce qu'ils ont dit 17 milliards dans une chambre. 17 milliards dans une chambre, ça va remplir toute la chambre. Et il y avait même avec des billets de 500 dirhams. Et s'il a été condamné, c'est que parce qu'il y avait des preuves probantes contre lui. Tout à fait. Mais attention, faites attention aux fake news. On parle de 17 milliards, 19 milliards. Est-ce qu'il y a pour ce code pénal, est-ce que la loi toute la commune n'a pas 17 milliards. Mais il y avait des promoteurs immobiliers, là il y a de l'argent qui tourne. Tout à fait. On sait que la spoliation foncière, c'est autre chose. Non, je ne parle pas de la spoliation. Non, mais je parle de la corruption liée à l'immobilier. Exactement, tout à fait. En moins d'une minute, le mot de la fin. Ça pas de souci. Pour moi. Alors, moi, je voudrais capituler sur une idée importante qui est qu'une vraie réforme, qu'une réforme effective ou efficace du code pénal permettra un développement sur tous les aspects de la vie des Marocaines et des Marocains. Alors, non seulement la population carcérale va diminuer, mais aussi il y aura des changements qu'on peut constater à l'œil brut, et je considère que un esprit droit de l'homiste dans le texte du code pénal permettra également au Maroc de réaliser ces temps d'aspiration et ces temps d'engagement dans lesquels il s'est engagé, et ça permettrait aussi à la société marocaine de devenir ou bien d'arriver au sommet des réalisations ou des aspirations, comme j'ai dit, pour justement continuer à rayonner comme étant un pays dans la région qui a une situation assez exceptionnelle. Si on peut parler d'exception marocaine, elle pourra devrait être traduite dans le code pénal. Traduite exactement par le code pénal. J'ai juste un tout dernier mot à dire, parce que récemment, il y a eu l'affaire des sexes contre notes qui a éclaté. Le collectif a lancé le hashtag #MeTooUniversité. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler qu'il y a des centaines, des milliers d'étudiants qui sont harcelés et qui sont victimes d'abus sexuels dans les universités, et que les textes de loi, justement, on parle de réforme, elles devraient protéger les victimes, elles devraient montrer assez de fermeté afin de mettre fin à ces pratiques-là. Voilà. Merci. Maître. Alors moi j'ai deux petites remarques là. Tout d'abord, je souhaiterais que le gouvernement actuellement entreprennent une large concertation pour élaborer ces réformes juridiques entre ONG, magistrats, avocats, experts, société civile, médecins, etc. pour que l'on puisse avoir une législation moderne et adéquate. Moderne et efficace. Dans l'air du temps. Deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne les notes, comment vous appelez ça? Sexe contre notes. Sexe contre notes. Et il y a une association, l'association de la défense des droits des victimes contre les abus sexuels, qui vient d'être constituée, qui est présidée par notre consoeur Aïcha Gillah, qui aujourd'hui a été assistée à une victime des abus sexuels d'un prévenu à Tanger, et à 8 heures, il était incarcéré. Et il y a une volonté, grâce à cette prise de conscience, que malheureusement, parce que les réformes de l'enseignement, moi j'étais professeur pendant 30 ans, maintenant j'ai honte de dire que j'étais à la faculté professionnelle. Même comme vous me voyez. Parce que aujourd'hui, même l'État marocain, même le ministère a commencé à sévir. Et s'il y avait des agissements à Casablanca, on a envoyé des plaintes et tout, et personne ne réagissait. Et c'est des dossiers qui sont devant le tribunal de Casablanca, et je ne veux pas en parler pour les raisons de secret professionnel. Merci. C'est la fin de cette émission. J'espère que le débat a été à la hauteur de vos attentes. D'ici, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Jeudi prochain à 20h à la place de 19h, parce que c'est 2022. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.